L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Voici les titres de ce journal. Barack Obama est arrivé en Afrique du Sud alors que Nelson Mandela est toujours hospitalisé à Pretoria. Face à la presse ce vendredi, son ex-épouse Winnie s'est montrée rassurante, mais elle a également fustigé certains commentaires qu'elle juge inappropriés. Le Sénat américain vient d'adopter une nouvelle proposition de loi devant permettre la naturalisation de quelques 11 millions d'étrangers en situation irrégulière. Mais en contrepartie, la sécurité à la frontière avec le Mexique doit être renforcée. Une nouvelle pas du tout appréciée en Amérique du Sud. Suite de la tournée africaine du président américain, après le Sénégal, Barack Obama est arrivé en Afrique du Sud alors que Nelson Mandela est toujours hospitalisé à Pretoria, mais selon son ex-épouse, il se porterait mieux. C'est à Soweto, en face de l'ancienne maison de Nelson Mandela, que son ex-femme a choisi de s'adresser à la presse. Dire qu'il est temps que la famille le laisse partir. Ou dire qu'on prie pour que la famille ne le débranche pas. C'est un manque de délicatesse que de faire de telles déclarations. Parce qu'aucun de vous n'aimerait que l'on dise cela au sujet de ses parents ou de ses grands-parents. Winnie Mandela a confirmé que l'état de l'ancien président sud-africain était toujours critique, mais stable. Devant l'hôpital où il est soigné, pas un moment ne se passe sans que les Sud-Africains ne manifestent leur soutien. Des chants timides, des classes de maternelle, à ceux des chorales de gospel. Nous sommes venus souhaiter à Madiba de se rétablir très vite. Nous espérons qu'il reste en bonne santé pour qu'il soit encore à nos côtés dans le futur. Nous avons encore besoin de lui. Ce n'est pas encore son heure. Devant la maison de Nelson Mandela à Johannesburg, les habitants du quartier se sont préparés à lui dire adieu. Madiba a fait beaucoup pour ce pays. C'est une icône, un vrai leader. Peut-être que son heure est venue. Je crois vraiment que nous devons le laisser partir avec dignité. Nelson Mandela est hospitalisé depuis déjà plus de 3 semaines pour une infection pulmonaire. Il aura 95 ans le 18 juillet prochain. C'est par le Ghana que le candidat de l'URD Soumaïla Cissé a terminé sa visite en Afrique centrale. Il a été accueilli à Accra par l'envoyé spécial du président ghanéen qui a salué l'expérience et les qualités du candidat de l'URD. Écoutons-le au micro de nos envoyés spéciaux Aminata Mariko et Moussa Bari. I am the Ghana's High Commissioner now to Abuja. Je suis le représentant du Ghana à la CEDEAO. J'ai connu Soumaïla Cissé lorsqu'il était à la tête de l'UEMOA. Il a rencontré aujourd'hui le président John Dramani Mahama qui m'a chargé de venir le rencontrer. Soumaïla est quelqu'un de compétent. Il ne mènera jamais le Mali dans une mauvaise direction. J'appelle tout le monde à le soutenir car il est capable de gérer ce pays. Je lui fais confiance et lui souhaite bonne chance. En le choisissant, les Maliens ne le regretteront pas. Dans une interview accordée à nos envoyés spéciaux, l'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale explique comment se porte le Malien de sa juridiction et le mauvais déroulement du recensement administratif à vocation d'état civil. Écoutons le général Ismaïla Cissé au micro de Aminata Mariko et Moussa Bari. La Guinée équatoriale se porte très bien. Il se porte très bien parce que nous vivons une très bonne symbiose. Hommes, femmes, jeunes et enfants, nous constituons une famille. Et comme on le dit à Bambara, nous rentrons par la même porte et nous sortons par la même porte. Donc en dépit des petites difficultés qui sont inhérentes à la vie du Malien de l'extérieur et de la diaspora, je peux dire aujourd'hui, sans risque de me tromper, que les Maliens de la Guinée équatoriale. Ces petites difficultés sont inhérentes à la vie à l'extérieur. Comme vous comprenez, on tente toujours de vivre comme chez soi. Et quand on est à l'extérieur, naturellement, on n'a pas tous les conforts qu'il faut. Mais je peux affirmer que malgré tout, les gens ils se battent. Il faut reconnaître que chez nous, comme pratiquement dans presque tous les pays de l'extérieur, le RAVEC a eu lieu, mais pas comme on le souhaitait.
Il a d'abord été interrompu avant terme et ensuite nous avons constaté que la grande majorité des Maliens qui ont pu se faire recenser ont malheureusement vu leur nom disparaître de la liste des électeurs potentiels qu'on nous a envoyés ici. Bon, donc nous regrettons cela. D'abord, on n'a pas pu recenser tout le monde à cause des problèmes que tout le monde a connus. Et ensuite, les gens qui ont été recensés, malheureusement, n'ont pas pu retrouver tous leurs noms sur la liste des électeurs potentiels. Donc ça fait un petit problème, mais selon les renseignements que nous avons pris auprès de la DGE et des autorités du ministère de l'administration territoriale, il semble que le problème soit général au niveau de la diaspora. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, l'ambassade du Mali au Sénégal informe la communauté malienne résidant dans sa juridiction à l'ambassade de Dakar du démarrage de la remise des cartes NINA à partir de ce vendredi 28 juillet dans les sites qui avaient été retenus pour l'enrôlement du RAVEC, à savoir la salle des banquets de la chancellerie, rue Grasland, chez Madou Sidibé, secrétaire général du Conseil des Maliens du Sénégal, et le quartier Guédiawaye à la boulangerie Oumar Garba Touré. Et notre communiqué ultérieur indiquera les autres sites retenus pour la remise des cartes NINA. C'était là un communiqué signé de l'ambassade de la République du Mali au Sénégal. 21e Assemblée générale des sociétés d'État du Burkina Faso pour passer à la loupe la situation d'une quinzaine de sociétés au cours de la rencontre. Il est ressorti plutôt que ces sociétés concernées ont enregistré des performances économiques appréciables l'année dernière. C'est un reportage de nos confrères de la télévision burkinabé. À cette 21e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État, 15 sociétés vont présenter leurs états financiers. L'agence de conseil et de maîtrise d'ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain présentera un rapport d'explication. La société d'exploitation des phosphates du Burkina et la minoterie du Faso ex-GMB présenteront des rapports circonstanciés. En dépit de l'augmentation du prix du carburant qui a eu un impact sur les prix des autres produits, au Burkina, la croissance économique s'est améliorée en passant de 5,2% en 2011 à 8% en 2012. Ce contexte favorable a permis aux sociétés d'État d'accroître leur contribution au produit intérieur brut. Cette augmentation des activités de ces sociétés s'est traduite par une hausse du chiffre d'affaires qui passe de 691,531 milliards de francs CFA en 2011 à 841,224 milliards de francs CFA en 2012, soit une progression de 21,65%. Ces performances sont le fruit des efforts que vous et vos personnels avez déployés durant la période sous revue. Aussi voudrais-je vous encourager à redoubler d'efforts pour maintenir la tendance à l'amélioration observée afin d'inscrire vos sociétés respectives dans la dynamique d'une croissance soutenue, gage d'un développement durable. Il ne fait pas de doute que la présente session nous permettra de découvrir dans les détails les résultats de chacune de vos sociétés. Les rapports font ressortir un meilleur suivi de la gestion et de l'administration des sociétés d'État au cours de l'exercice écoulé. Les responsables disposent de 48 heures pour justifier dans les détails les résultats obtenus dans la gestion de leur société en 2012. La Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de l'Espagne qui lui apporte son expertise et de l'équipement militaire dans le cadre du renforcement des capacités de la police ivoirienne. Formation des agents de police, équipement de la police en matériel roulant et scientifique, installation d'unités de police scientifiques sur tout le territoire. Ces projets seront mis en œuvre sur la période 2013-2015. Ils font partie des actions à entreprendre pour mettre la police ivoirienne aux normes internationales. Des actions identifiées à l'issue de 2 jours de travaux avec la coopération allemande GIZ, volontaire pour accompagner la réforme du secteur de la sécurité. Une police qui est bien formée, qui est bien équipée, qui respecte les droits de l'homme, va aussi changer l'aspect sécuritaire d'un État. Donc, toutes les autres activités, soit économiques, démographiques, etc., peuvent suivre. La question du matériel, d'abord, c'est onéreux. Les maintenances de ces matériels, c'est également onéreux. Il faudrait pour cette police scientifique
un budget assez consistant pour pouvoir faire ses maintenances, pour pouvoir acquérir ses matériels, pour pouvoir faire le renforcement de ses capacités. Pour la mise en œuvre de ce programme dit de renforcement des capacités de la police ivoirienne, l'Allemagne va apporter en plus de son expertise, son appui matériel et financier pour un total de 1,5 million d'euros, soit environ 975 millions de francs CFA. L'État ivoirien devra trouver, lui, le cadre réglementaire et logistique pour mener à bien ce programme qui signe l'intensification de l'aide de l'Allemagne à la Côte d'Ivoire en matière de sécurité depuis la création en 2009 de la police scientifique. Voilà, vous l'aurez compris, c'était plutôt l'appui et l'expertise de l'Allemagne aux forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Aux États-Unis, le Sénat a adopté jeudi une nouvelle proposition de loi visant à naturaliser les quelques 11 millions d'immigrés, d'étrangers vivant en situation irrégulière dans le pays, mais en contrepartie, la sécurité à la frontière avec le Mexique doit être renforcée, une nouvelle plutôt froidement accueillie en Amérique du Sud, point de départ de nombreux clandestins. Chaque année, ils sont des milliers de Sud-Américains à tenter leur chance. À pied ou entassés dans des trains, ils viennent chercher une meilleure vie aux États-Unis. La réforme de l'immigration votée par le Sénat jeudi pourrait ouvrir la voie à la régularisation de millions de sans-papiers, mais aussi à un renforcement de la surveillance de la frontière mexicaine. C'est une position un peu schizophrène, une posture incohérente que d'offrir la régularisation à un certain nombre de personnes qui sont déjà aux États-Unis tout en militarisant la frontière. La réforme, qui doit encore être confirmée par la Chambre des représentants, allouerait 46 millions de dollars au renforcement de la surveillance des 3200 km de frontières. Le plan prévoit de prolonger de 1000 km la clôture déjà existante et de doubler le nombre d'agents sur place, ainsi que l'utilisation d'un arsenal de surveillance électronique allant de la simple caméra aux drones qui voleront jour et nuit. Nous pensons qu'augmenter simplement le nombre de personnes patrouillant le long de la frontière va entraîner de nombreux morts au Mexique. Il y aura des abus de pouvoir et ceux qui ne parviendront pas à passer la frontière se retrouveront entre les mains des gangs mexicains. Si la sécurisation de la frontière fait grincer des dents côté mexicain, c'est la régularisation massive qui agace côté américain. De nombreux républicains craignent qu'elle ne provoque un appel d'air. Depuis 10 ans, le nombre d'immigrés en situation irrégulière ne cesse d'augmenter aux États-Unis. Il y aurait aujourd'hui plus de 11 millions de sans-papiers sur le sol américain. Un prêtre italien a été arrêté près de Rome, soupçonné de blanchiment d'argent et de corruption. Il avait tenté avec 2 autres personnes de rapatrier depuis la Suisse 20 millions d'euros en espèces. L'homme travaillait pour l'organisme qui gère les biens du Vatican. Redorer le blason de l'IOR, la célèbre banque du Vatican, c'est le but que s'est fixé le pape François. Les 3 arrestations annoncées ce vendredi montrent qu'un pas de plus a été franchi vers plus de transparence dans les comptes du Saint-Siège. Selon les médias italiens, la police financière a arrêté un prélat de Salerne, Monseigneur Scarano, ainsi qu'un membre des services secrets italiens et un intermédiaire financier. Tous 3 sont poursuivis pour fraude et corruption. Les 3 hommes sont soupçonnés d'avoir rapatrié 20 millions d'euros depuis la Suisse, une somme qui appartiendrait à des amis de Monseigneur Scarano et que le fonctionnaire du contre-espionnage se serait engagé à faire rentrer en Italie, moyennant une commission de 400 000 euros. Le cas Scarano n'est pas un cas isolé. Il y a encore beaucoup trop de prêtres et d'évêques qui ont trop d'argent et personne ne sait pourquoi. Une affaire qui intervient alors que la justice a lancé une vaste enquête il y a 3 ans contre les dirigeants de l'Institut des œuvres de religion qui n'avaient pas respecté la législation contre le blanchiment d'argent. Face aux scandales qui ternissent depuis des années l'IOR, le pape François a récemment créé une commission spéciale destinée à contrôler les quelques 19 000 comptes de l'Église, soit près de 7 milliards d'euros. Une commission qui ne devra rendre des comptes qu'à une seule personne, le pape lui-même. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, voici votre programme de la soirée sur Africable Télévision. Tout à l'heure à 20h30, votre avis à 21h30, première partie d'Afrique Info. Et à 22h15, votre série Saloni. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. À demain.
L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.